Ce n'est pas ma guerre. Ce n'est pas une guerre qui aurait existé si j'avais été président à cette période. Ce n'est pas ma guerre. Je suis juste ici pour aider. Nous avons dépensé des centaines de millions de dollars dans cette guerre. Elle inclut des fortes têtes, je vous le dis, de gros égos. Mais je pense que quelque chose va se passer. Et si c'est le cas, nous n'interviendrons plus. C'était un problème européen et ça aurait dû rester un problème européen. Jamais à ce point il n'avait parlé de désengagement. Quand il dit c'est un problème européen, ça aurait dû le rester. Il parle au passé. Comme si pour lui, il était prêt à tourner la page. En fait, il promettait de donner des armes à l'Ukraine si jamais Poutine résistait. Et en fait, là, il capitule. Et c'est pour ça, d'ailleurs, maintenant, il parle de Vatican, de l'Europe et d'autres pays. Il s'en lave les mains, finalement. Ouais. Parce qu'il a compris que tout seul, il ne réussira rien à résoudre, ni en 24 heures, ni en 24 jours, ni en 24 mois. Il ne considère pas, effectivement, lui, Trump, qu'une annexion de l'Ukraine par la Russie représenterait une vraie menace, un vrai danger pour la sécurité des États-Unis. Ce serait peut-être regrettable pour lui, mais c'est pas très important pour lui. Son secrétaire à la Défense l'a dit, les États-Unis ont l'intention de se concentrer sur l'Indo-Pacifique. Maintenant, quand même, Trump reconnaît que la Russie est une puissance qui peut être dangereuse et agressive, puisque quand il a décidé de mettre le budget de la défense, de le passer de 800 milliards de dollars à 1 trillion de dollars, de faire cette augmentation très importante du budget de la défense, il a cité 2 adversaires potentiels, la Chine d'abord, mais il a aussi cité la Russie sur le front européen. Ça veut dire quoi? Ça veut dire quand même le front européen, c'est-à-dire j'ai quand même des alliés, c'est quand même les Européens, et vous n'y croyez pas, monsieur l'ambassadeur, on verra dans les prochaines années l'attitude de Trump à l'égard de ses alliés européens. Vous avez il y a différentes phrases du président Trump qui vous autorisent à penser ce que vous pensez, mais moi je ne pense pas qu'il lâchera les Européens, c'est-à-dire la France, l'Allemagne, l'Angleterre, que Trump lâchera les Européens en race campagne, je n'y crois pas personnellement. Mais... Ce que je peux vous affirmer, c'est que le peuple américain est solidaire avec l'Ukraine. Voilà. Ça, c'est sûr. Et au final, c'est le peuple. Bien sûr. Et l'opinion du peuple américain qui va prévaloir. Et Trump fait de la politique. Trump veut gagner effectivement le peuple américain. Il a besoin du peuple américain, ne serait-ce que dans 17 mois, lors des élections intermédiaires, les élections qui vont renouveler entièrement la Chambre des représentants. Il a, je crois, je passe sous votre contrôle, 3 représentants de majorité, donc très faible majorité sur 430 membres à la Chambre des représentants. Il pourrait les perdre. Perdre la Chambre des représentants, c'est perdre les finances, la possibilité de financer ses dépenses et donc de devenir ce qu'on appelle aux États-Unis un lame duck president, je ne sais pas comment on traduit ça. Un canard boiteux. Un canard boiteux. Oui. Venons-en au cœur même de l'événement, c'est-à-dire le téléphone, ce téléphone de 2 heures qui est analysé, raconté de manière très différente selon qu'on entend Poutine ou Trump. Commençons par Trump d'abord, qui parle d'esprit excellent, qui parle de négociations immédiates et qui parle de progrès véritable. Écoutez. Nous venons de passer 2 heures et demie au téléphone avec Vladimir Poutine. Je pense que de vrais progrès ont été réalisés. C'est une situation terrible qui prend place là-bas. 5000 jeunes personnes sont tuées chaque semaine. J'espère que nous avons fait quelque chose d'utile. Nous avons aussi parlé avec les dirigeants des grandes nations européennes. J'espère que nous arriverons à rapidement mettre fin à tout ça. Quelle tristesse d'en être arrivé là. Mais vous voyez, c'est terrible. Trump dit les négociations démarrent immédiatement et Moscou répond non, il n'y a pas d'agenda. Enfin, c'est quand même extraordinaire. C'est quand même extraordinaire. Dans la demi-heure même, Trump est démenti par Moscou. Est-ce qu'il faut avouer, pardon, vous avez raison, Marietta, de souligner ça, chacun sa croix, les Européens aussi la leur. En réalité, les fameuses sanctions dont on nous parle maintenant depuis 1 semaine et 1 jour, les sanctions massives sont toujours pas là.
dévastatrice. Ah mais attendez, non, Merz vient d'annoncer au nom de l'ensemble des Européens qu'il y allait avoir de nouvelles... Il y allait avoir. Oui, là maintenant, dans les jours qui viennent, oui. Ah. Enfin, c'est ce qu'ils ont dit. Oui, mais avec déjà 8 jours de retard. Donc mais non, puisqu'ils attendaient le coup de fil, etc. C'était normal qu'ils attendent. Mais c'est assez technique, hein. Ça prend du temps, c'est des propositions de la Commission, il faut qu'ensuite ce soit examiné par le Conseil, qu'ensuite l'intégralité des membres du Conseil, puisque c'est une affaire de politique extérieure, approuve en même temps, ça ne peut pas être approuvé à la majorité. En plus, ces sanctions doivent être approuvées par le Royaume-Uni qui ne fait pas partie de l'Union. On reparlera des sanctions. C'est un peu compliqué. Merci beaucoup Bernard Guetta. Écoutons Mathieu Derrien, vous êtes à Washington sur ce moment où Trump, en tout cas lui, se vante d'avoir repris les choses et de tenir là en quelque sorte le calendrier maintenant. Oui, alors c'est vrai qu'en lisant le résumé que Donald Trump a fait de cet appel sur son réseau social, Truth, on a vraiment l'impression que tout va bien dans le meilleur des mondes. Mais la réalité, c'est bien que l'administration américaine commence à trouver que les choses n'avancent pas assez vite. On se souvient que Donald Trump, pendant sa campagne, promettait de pouvoir résoudre ce conflit en une journée. Eh bien voilà, on est 4 mois après et il en est toujours à essayer de convaincre Vladimir Poutine de participer à des négociations. Donc forcément, ça agace Donald Trump et les signes de cette impatience se multiplient. Il y a 2 semaines, on se souvient que Donald Trump se demandait ouvertement si Vladimir Poutine n'était pas en train de le balader. Et ce matin, c'était carrément au tour du vice-président J.D. Vance de questionner le sérieux de Vladimir Poutine à vouloir mettre fin à cette guerre et même à envisager de se retirer de ces efforts de négociation américains. Alors pour l'instant, on n'en est pas encore là, mais c'est vrai que pas sûr que cet appel fasse grand-chose pour redonner beaucoup de patience aux Américains. Merci beaucoup Mathieu Derrien. Et vous nous avez rejoint, Général Yakovlev. Bonsoir mon général. Voilà, première tonalité avec vous. On va entrer dans le détail, notamment de la pression militaire que Poutine est en train d'augmenter de manière extrêmement significative en hommes, en matériel, avec certains types de missiles. Un exercice géant Zapad en direction de l'Ouest. Mais premier sentiment, le vôtre, sur ce coup de fil qui marque l'actualité de cette journée. Il est emblématique de la diplomatie trumpienne, qui est le degré zéro de la diplomatie. Et j'ai entendu tout à l'heure dire que tout le monde se paye de mots. Il ne s'est rien passé, et donc on l'explique. C'est une phrase qu'on entend souvent à l'OTAN. Tout a été dit, mais pas par tout le monde. Donc on va tous le répéter. Donc là, tout le monde dit il y a du progrès, et en réalité, il n'y a aucun progrès. Et donc Poutine balade tout le monde, à commencer par Trump, et je rêve du jour où Trump se rendra compte qu'il se fait emballer. Ce qui donne effectivement le ton, en tout cas, de progression extrêmement lente, c'est les Russes aussi. Parce qu'il n'y a pas seulement les sceptiques comme vous, côté occidental. Les Russes eux-mêmes tiennent un discours qui n'est pas vraiment très allant. Sur la rencontre, Peskov, porte-parole du Kremlin, un travail assez laborieux et peut-être long dans certains domaines nous attend. Le règlement du conflit est lié à de nombreuses nuances qui doivent être discutées. Une rencontre entre les 2 chefs d'État n'est pas encore en préparation. Ils font les difficiles, ils font les délicats. Ils disent en quelque sorte, nous, on n'est pas pressés. Non, mais des rencontres entre chefs d'État, c'est pour conclure. C'est lorsqu'il y a des résultats, ou alors dans le cas inverse, pour lancer un processus. Donc là, je ne vois pas comment ils peuvent avoir un sommet pour se dire quoi et pour annoncer quoi au reste du monde sur l'Ukraine. Ils avaient été plus chaleureux. Rappelez-vous, au début du mandat de Trump, on les entendait dire assez vite, on va se rencontrer. On avait même parlé de Riyad, je crois, en Arabie Saoudite. Et tout à fait. Mais parce que Trump s'est fait des illusions sur la possibilité d'avoir un accord rapidement avec Poutine. Et là, qu'est-ce qu'il ferait ensemble? Il n'y a aucun résultat possible. Mais ça viendra un jour, effectivement. La dragée haute, le fait que Moscou tienne la dragée haute à l'Occident, comment est-ce que vous l'interprétez? Cette déclaration de Peskov va exactement dans le sens de ce que vous dites. Je crois que les Russes pensent... Moi, ça ne m'apparaît pas évident sur le terrain. J'en parlais avec Xavier Titelman, ça ne lui paraît pas flagrant non plus. Les Russes pensent qu'ils peuvent gagner cette guerre. Mais gagner quoi? Quoi de plus? Par exemple... prendre Kharkiv, ou peut-être aller jusqu'à Odessa, prendre la totalité de la mer Noire. Moi, je vois qu'en mer Noire, ils ont en fait perdu le contrôle de la partie occidentale de la mer Noire. Je vois que certes,
ils accentuent leur pression, qu'ils font des progrès, qu'ils prennent des villages dans le Donbass. Enfin, ce ne sont pas des victoires stratégiques, c'est pas Guderian qui fonce le 10 mai vers Paris, c'est quand même pas ça. Et donc, j'ai l'impression qu'effectivement, il pense que lui, Poutine, que demain et même après-demain sera meilleur qu'aujourd'hui. Mais vos avis là-dessus, pardon. Je pense. Mais est-ce qu'ils y croient vraiment ? Oui, je pense qu'il y. Mais s'ils le croient vraiment, je pense qu'ils se trompent. Voilà. S'ils y croient vraiment, c'est très grave. Rappelons, Kharkiv, par exemple, c'est la 2e ville du pays, je crois. C'est comme s'il imaginait pouvoir prendre Lyon ou Marseille. C'est-à-dire, c'est très loin de ce que, théoriquement, les Occidentaux devraient le laisser faire. Je ne sais pas si c'est Kharkiv qu'il vise, mais c'est de compléter son occupation des oblasts, qu'il le revendique et qu'il a annexé. Je pense que c'est ça. Alors, c'est probablement une illusion. Ça, c'est effectivement aux militaires de le dire. Surtout qu'il faudrait qu'il traverse le Dniepr, parce qu'il n'a pas la ville de Zaporizhzhia, il n'a pas la ville de Kherson, qui sont les capitales et chefs-lieux de 2 oblasts, et qui sont sur la rive occidentale du Dniepr. Son armée, aujourd'hui, me semble-t-il, il faut demander son avis au général, mais son armée n'est pas capable de faire une opération de traversée de ce fleuve qui est large comme 10 fois la Seine. Là-dessus, est-ce qu'ils ont les moyens de leur attitude qui semble tellement, disons, pour l'instant distanciée ? Dans l'état actuel des choses, le front est quasiment statique depuis 1 an et demi, en réalité. Donc, ils ont les moyens de grignoter 1 km² par-ci, 1 km par-là. L'exemple que j'utilise avec mes amis américains, c'est en 2024, il s'est emparé de 400 km², c'est l'équivalent du New Hampshire, je crois. Donc c'est pour dire si ça compte pas beaucoup en réalité. Donc le front, il est bloqué, ça avance petitement. Vous vous souvenez, Pokrovsk, l'été dernier, on disait Pokrovsk va tomber. Bon, on y est encore. Donc l'effondrement, c'est pas ça. La théorie de la victoire de Poutine, c'est l'effondrement de l'Ukraine par abandon du monde occidental. Et à partir de novembre 2024, peu avant l'élection, la Russie allait pas bien. À partir de l'élection, ils se sont dit, c'est bon, c'est plié. Prenons toutes les hypothèses jusqu'au plus grave. Est-ce que les Américains peuvent penser, on va jusqu'au bout, et puis si on voit que rien n'est jouable, on laisse l'affaire et peut-être on laisse tomber vraiment les Ukrainiens. En tout cas, Vance, ce que dit Vance ce soir, quand il dit, vous savez, peut-être qu'on arrivera au point où on se dira, ce n'est pas notre guerre. Nous devrions être en mesure de corriger les erreurs commises dans le passé, mais il faut être 2 pour danser le tango. Je sais que le président est disposé à le faire, mais si la Russie n'est pas disposée à le faire, nous finirons par devoir dire que ce n'est pas notre guerre. Nous allons essayer d'y mettre fin, mais si nous n'y parvenons pas, nous finirons par dire, vous savez quoi, cela valait la peine d'essayer, mais nous ne le ferons plus. Voilà, c'est cette attitude-là, quand il lève la main en disant, à vous, au diable. Ça, c'est jouissif pour Poutine. C'est exactement le résultat qu'il souhaitait. Et Vance de dire tout haut ce que tout le monde a déjà compris. C'est pas la priorité stratégique pour l'Amérique de cette guerre en Ukraine. Ça a été exprimé d'ailleurs assez directement par le secrétaire à la défense américain, le nouveau secrétaire, lorsqu'il est allé à la réunion de l'OTAN. Il leur dit, vous savez, nous allons nous concentrer sur l'Indo-Pacifique et l'Europe, on vous la laisse. Donc c'est vous qui gérez. Alors c'est un impératif diplomatique, effectivement, pour Trump. C'est une priorité diplomatique parce qu'il aimerait bien avoir le prix Nobel de la paix. Il trouve qu'Obama l'a eu d'une manière indue et que lui... Oui, il est obsédé par ça. Obsédé par ça, je pense. Mais en revanche, ce n'est pas une priorité stratégique pour cette nouvelle Amérique. En revanche, cela reste, et c'est important, on peut le dire, une priorité stratégique pour les Européens. Les Européens ne peuvent pas se permettre et ne veulent pas permettre que l'Ukraine tombe parce que ça affaiblirait beaucoup leur position à eux, Européens.